L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex, en visioconférence, Émilie Gaillard. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes directrice scientifique de la chaire d'excellence du CRS Normandie pour la paix, maîtresse de conférences en droit privé à Sciences Po Rennes. On va parler de ce projet CIGEO, Centre industriel de stockage géologique des déchets radioactifs de haute activité à Villongue, qui est basé à Bure, dans la Meuse. Il y a une décision du Conseil constitutionnel qui a été prise il y a un mois, qui est très importante. On va évidemment en parler en détail. Est-ce que vous pouvez peut-être en quelques mots, pour commencer, nous dire de quels déchets on parle, il s'agit de quoi exactement ? Oui, bonjour. Effectivement, c'est une décision qui va certainement marquer le cours de l'histoire juridique. On va l'expliquer tout de suite. Donc, les faits concernent CIGEO. CIGEO, c'est le centre industriel de stockage géologique des déchets radioactifs les plus dangereux. Donc, en quantité, ça représente uniquement 3% des déchets nucléaires, mais au niveau de la radioactivité, ils concentrent à eux seuls 99% de la radioactivité. Donc, ce sont des déchets dits à haute activité à vie longue et à moyenne activité à vie longue. Mais vous savez, dans le langage du nucléaire, les vies courtes concernent 300 ans. Donc, on parle de déchets qui vont être dangereux à plusieurs milliards d'années, comme 5 milliards d'années, par exemple. Donc c'est un projet immense, titanesque. En fait, au jour d'aujourd'hui, on en est au stade du laboratoire, c'est-à-dire qu'on a creusé des galeries à 500 mètres sous terre, dans deux sens principalement, avec des arceaux, parce que vous savez, les galeries, à bout de 5 milliards d'années, elles auront vocation à bouger. Donc on a mis des arceaux pour un peu amortir la chose. Mais ça va être un projet industriel titanesque dont le point de commencement devait être, selon la feuille de route théorique, 2025 et s'étendre jusqu'à 2135, si mes souvenirs sont bons, c'est-à-dire une durée d'exploitation à hauteur de 100 ans. Et au bout de 100 ans, ces déchets seraient irrémédiablement et à jamais enterrés à 500 mètres sous terre, sachant qu'ils seront dangereux pour 5 milliards d'années. Donc, vous comprenez bien que la question des générations futures est soulevée de manière historique dans cette affaire. Effectivement, et donc il y a des associations, des ONG de défense de l'environnement qui avaient saisi un certain nombre d'instances juridiques, c'est allé jusqu'au Conseil constitutionnel, qu'ont décidé les 9 sages il y a un mois. Alors, deux choses. En fait, il faut savoir que c'est une procédure particulière, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a été saisi de ce que l'on appelle une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité. C'est une procédure très particulière. Pour faire simple, c'est lorsque vous êtes partie à un procès, ce qui est le cas en ce moment, 60 associations qui poursuivent pour un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État un décret, ils attaquent en fait un décret qui déclare d'utilité publique le site. Pour faire simple, qu'est-ce que ça fait une déclaration d'utilité publique ? Eh bien, ça permet d'éviter d'appliquer tout le droit de l'environnement parce que l'utilité publique va prévaloir. Et ce que disent les 60 associations, c'est de dire non, là il y a un problème de fond, on va demander au Conseil constitutionnel de reconnaître que le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé qui est consacré à l'article 1er de la Charte de l'environnement, eh bien ce droit-là, il faut l'interpréter à la lumière de la notion de génération future qui est présente dans le préambule de cette Charte de l'environnement. Et cette question-là, elle est nouvelle. Elle n'a jamais été posée. C'est pour ça que le Conseil des sages a accepté de se prononcer. Et voici ce qu'a dit le Conseil constitutionnel. D'un côté, il a dit oui, vous avez raison, on peut interpréter à la lumière de la notion de génération future ce droit à un environnement sain, mais en l'espèce, nous, juges du Conseil constitutionnel, nous estimons que le législateur, il a réfléchi aux générations futures et que ce n'est pas notre rôle, juge constitutionnel, que de vérifier s'il a bien fait son travail. Ouais, donc il y a une sorte de... Pardon, je vais vous interrompre, je vais reprendre la main une seconde. Elle est un peu paradoxale, cette décision. C'est-à-dire à la fois, on comprend que le projet de Bure va pouvoir continuer, mais ça ouvre quand même une brèche sur cette notion de génération future. C'est ça qui est important ? C'est ça qui est historique. Ça veut dire que ce que j'enseigne, et ce que je dis dans ma thèse depuis 2008 et ce que j'enseigne à Sciences Po Rennes depuis 2016, c'est qu'à mon sens, la présence de cette expression dans le préambule de la Charte de l'environnement de notion de génération future, à partir du moment où on va accorder la possibilité d'interpréter les droits à la lumière de cette notion, tous les droits,
tous les devoirs de la Charte de l'environnement, tous les droits et tous les devoirs qui sont reconnus dans le préambule de la Constitution de 46 ou la Déclaration de 1789 auront vocation à être clus au transgénérationnel. Donc, à mon sens, en tant que juriste, et au vu du contexte international qui va dans ce sens, parce qu'on voit vraiment qu'il y a un momentum historique sur ce sujet, c'est le point de départ vers la reconnaissance des droits transgénérationnels et des devoirs transgénérationnels. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour le projet CIGEO? Parce que pour l'instant, le projet, il continue. Il va continuer, mais les recours ne sont pas terminés. Ça veut dire qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, on estime que ce droit à un environnement sain peut être lu à la lumière de la notion de génération future. Mais en l'espèce, on a dit, ça ne contrevient pas à la Constitution, ce projet CIGEO. Or, on peut se poser des questions. Le législateur et le pouvoir du législateur, nos institutions, la Ve République, ont été créées en dehors de tout intérêt pour les générations futures. Dans d'autres pays, on a des défenseurs des droits des générations futures. On a eu à la Knesset un commissaire des générations futures qui analysait les lois au regard de leurs intérêts. On avait en France, avant la reprise des essais nucléaires français, un conseil des générations futures auprès de l'exécutif. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En l'espèce, CIGEO va continuer, mais le combat va aller de plus belle, puisqu'il va falloir attaquer pour recours pour excès de pouvoir, c'est-à-dire on va devoir invoquer de nouveaux arguments juridiques en droit administratif au transgénérationnel. Et ça, c'est tout à fait possible avec cette décision. Il reste que de dire que le législateur a le pouvoir et que ce n'est pas le devoir du Conseil constitutionnel de vérifier si les droits des générations futures sont respectés, à mon sens, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Parce que vous avez bien compris que les échelles de temps qui sont en jeu sont incommensurables. On parle de nocivité à 5 milliards d'années. Ouais. On parle d'une exploitation qui va durer 100 ans. Et pour légitimer au regard de la démocratie, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il va y avoir 2 consultations du public et puis une information du public. Or, vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire davantage de participation citoyenne, une démocratie instantanéiste, alors que les enjeux auxquels on a affaire sont transgénérationnels à l'échelle de temps de 5 milliards d'années. Après, mais c'est un autre débat. Ça pose la question de la place du nucléaire dans le mix énergétique français, de notre capacité à rester souverain en matière énergétique. Mais ça, c'est un autre débat. Ce qui m'intéresse effectivement, c'est... Non, mais je vais pas vous laisser là-dessus parce qu'il nous reste 2 minutes 30. Je voudrais qu'on parle d'autres projets qui pourraient éventuellement être impactés par les conséquences de cette décision. Par exemple, ce projet de confinement de 42 000 tonnes de déchets toxiques en Alsace. C'est le dossier Stocamine. Le tribunal administratif devait se prononcer à Strasbourg le 7 novembre dernier. Sa décision elle a été suspendue. Ils attendaient la décision du Conseil constitutionnel ? Ah non, mais le tribunal administratif a appliqué l'approche transgénérationnelle dans le cas d'un référé, c'est-à-dire une procédure d'urgence, et a reconnu qu'en l'espèce, les droits des générations futures, par application de cette décision du Conseil constitutionnel, n'étaient pas respectés. Et Stocamine est effectivement un cas d'école d'atteinte aux droits des générations futures, puisqu'on est en train d'enterrer, et on a déjà enterré sous terre, dans une carrière de sel, des déchets ultimes, qui sont les déchets les plus dangereux, qui ne sont pas des déchets radioactifs, mais qui sont composés d'amiante, de polluants éternels, comme du cyanure, comme du chrome, et tout cela dans une carrière de sel, c'est-à-dire que certains fûts sont en métaux, en métal, et donc bien évidemment vont être corrodés. Certains ont déjà été emprisonnés dans les galeries parce que soit elles bougent, soit il y a eu un incendie, je le rappelle, alors qu'aucun produit inflammable ne devait être... Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus ? La plus grande nappe phréatique d'Alsace. Donc au jour d'aujourd'hui, mon message est le suivant, on a une procédure qui est actuellement à l'œuvre en France, mais vous l'aurez bien compris qu'il va y avoir assurément les autres nations qui sont concernées par cette promesse de pollution de la nappe phréatique qui pourraient agir, y compris devant les Nations Unies. Autrement dit, les expertises montrent bien qu'à terme, ça va remonter au niveau de la nappe phréatique parce qu'il y a des puits de forage qui vont jusqu'à cette carrière de sel. Donc à hauteur de 100 ans, 500 ans, on ne sait pas quand, ça va remonter. Et donc, pour l'instant, les décisions étaient prises sur une fiction qui rassure, qui est de dire, eh bien, même si dans 500 ans, il y aura une prise de contact entre ces déchets ultimes, c'est-à-dire ces déchets hautement toxiques, et l'eau, peut-être que ça restera au fond de l'eau. Donc la question, elle est la suivante. Est-ce que l'on peut se permettre de prendre le pari, de courir le risque
qui pour moi est certain, mais disons presque incertain, puisque l'éloignement temporel fait que les gens pensent que ce n'est pas certain. Admettons, mais pouvons-nous courir raisonnablement le risque de faire entrer en contact de l'eau qui est la plus grande nappe phréatique d'Europe avec des déchets aussi toxiques? Eh bien là, on est aussi dans un cas d'école d'atteinte aux droits des générations futures. Merci beaucoup. Émilie Gaillard, pardon de nous interrompre, c'est la fin de cette interview. Merci, à bientôt sur Bismart. C'était passionnant, cette question du droit des générations futures. On n'a pas fini d'en reparler. On passe à notre débat, l'impact du réchauffement sur l'océan.